3 soldats congolais ont comparu lundi devant la justice militaire à Kinshasa dans le premier procès lié au scandale des violences sexuelles éclaboussant la force onusienne de maintien de la paix en Centrafrique à s'ouvrir en République démocratique du Congo. Notre client est poursuivi pour viol en Centrafrique et violation de consignes. Par rapport à l'audience d'aujourd'hui, la question était de savoir quelles sont les preuves apportées pour asseoir cette infraction. Ida Sawyer de l'organisation Human Rights Watch en RDC pense que ce procès est la première étape vers la fin de l'impunité pour montrer qu'il y a des conséquences pour ce type de comportement. Nous pensons que le début du procès contre les militaires qui sont accusés d'avoir commis des actes de viol et la violence sexuelle dans la mission de maintien de la paix en RCA est une très bonne étape dans la bonne direction. Au total, 21 soldats congolais doivent être jugés pour viol ou tentative de viol sur des civils centrafricains par cette cour. Les 18 co-accusés étaient présents à l'audience. C'est très important que ces allégations sont prises au sérieux et qu'il y a une vraie justice et que les présumés auteurs sont traduits en justice pour ces actes. À raison de 3 audiences par semaine, le procès pourrait durer plusieurs mois. Selon le dernier rapport annuel du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, 69 cas d'agression sexuelle auraient été commis par des casques bleus en 2015, en nette augmentation par rapport à 2014. À elles seules, 2 missions cumulent la moitié des cas, la MINUSCA et la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Un tribunal marocain a reporté lundi le procès d'un homosexuel et de ses 3 agresseurs sur fond de polémique dans le royaume où l'homosexualité est considérée comme un délit et passible de prison. Les 4 jeunes hommes ont comparu devant le tribunal de Beni Mellal, près duquel des manifestants s'étaient rassemblés pour appeler à la libération des agresseurs. Je vois que l'État perd son prestige avec tout ce qui se passe. Comme le dit l'historien tunisien Ibn Khaldoun, c'est un indice de la destruction des institutions quand l'État ne fait pas son travail et laisse le citoyen faire ses propres lois. C'est la loi de la jungle et c'est ce qui va arriver si cela se répète encore une fois. Le 25 mars, une vidéo de l'agression est diffusée sur YouTube montrant 2 hommes dénudés, le visage en sang, se faire violemment agresser avant d'être traînés dans la rue. Le même jour, le second homosexuel est arrêté de même que les 4 assaillants, dont un mineur qui sera jugé le 7 avril par un tribunal pour mineurs. À l'AMDH, nous sommes pour le respect de la vie privée des citoyens et nous n'acceptons pas que quiconque joue le rôle de l'autorité pour appliquer les lois. Cela revient aussi à notre éducation et nous sommes responsables de cette situation car même dans notre système éducatif, nous n'avons pas une éducation dans les droits de l'homme ou une éducation sexuelle. Nous considérons tout le monde comme une victime. La violence de l'agression homophobe et le procès intenté aux 2 victimes ont soulevé un tollé dans le milieu associatif marocain qui réclame l'abrogation de l'article 489 du Code pénal. Cet article criminalise les actes licencieux ou contre nature avec un individu du même sexe. L'homosexualité est punissable de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Dans la société marocaine, l'homosexualité reste un tabou et est considérée comme immorale. Des combats ont opposé lundi les forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés dans des quartiers sud de Brazzaville à qui, à l'opposition, ayant contesté la réélection annoncée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars. En fin de matinée, des milliers d'habitants paniqués fuyaient la zone des combats qui semblait avoir cessé. Libérer le quartier avant que ce soit trop tard. En même temps, si on est en train de tirer, ça et là, donc on est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller,
Selon plusieurs témoins, des échanges de tirs à l'arme automatique émaillés de détonations d'armes lourdes ont commencé dans les quartiers de Mayanga et Makelekele entre 2h et 3h et se sont poursuivis sans discontinuer jusqu'à 6h. Nous nous sommes levés à 2h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Et avons remarqué aussi la présence dans les quartiers, notamment dans les ruelles, d'un certain nombre de compatriotes en civil armés. Les violences de la nuit ont eu lieu alors que la Cour constitutionnelle congolaise étudie les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars que lui ont transmis les autorités en vue de leur validation. Le ministère congolais de l'Intérieur a annoncé le 24 mars la réélection de Sassou Nguesso dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages. Sous la présidence d'Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a lié son destin à celui de son voisin éthiopien avec lequel il a multiplié les infrastructures communes, pour beaucoup financées par la Chine, soucieuse de renforcer son implantation dans la région. Au fil des années, la Chine a beaucoup contribué au rehaussement du niveau des infrastructures de la République de Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes passés à une étape très importante qui est la construction des infrastructures structurantes pour l'économie djiboutienne, notamment chemins de fer, les ports, les aéroports, etc., etc. Donc ce sont de gros investissements, des investissements très lourds qui vont certainement être générateurs d'emplois et créateurs de richesses. Au sorti de la guerre, tous les échanges commerciaux par voie maritime de l'Éthiopie, seul pays enclavé de la Corne de l'Afrique, ont commencé à transiter par Djibouti, qui bénéficie d'une position stratégique à l'entrée de la mer Rouge. Nous avons développé avec l'Éthiopie une interconnexion en hydroélectricité. Nous achetons l'hydroélectricité, l'énergie de l'Éthiopie. Nous avons développé le chemin de fer électrique maintenant, flambant neuf, qui sera inauguré dans 2 mois. Nous avons une autoroute qui va être construite également entre Djibouti et Addis Abeba. Nous avons déjà 2 lignes de connexion en fibre optique pour la connectivité. Les 2 pays se voient ainsi comme une locomotive pour le renforcement de la coopération et l'intégration régionale via l'autorité intergouvernementale pour le développement qui regroupe Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. La contrepartie est pour Djibouti le risque de dépendance vis-à-vis de son créancier chinois.